Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va présenter la première partie de la rééducation de groupe. Bon, la rééducation de groupe est une rééducation médiatisée par le groupe. Elle n'est pas une rééducation individuelle. Le groupe travaille sur les contenants symboliques et complexes, à savoir les contenants langagiers quand l'enfant a des difficultés d'expression, d'articulation et de communication. Les contenants opératoires, anticiper, se repérer, et ainsi de suite. Les contenants culturels familiaux, sociaux et groupaux, c'est-à-dire des difficultés de socialisation, d'intégration des règles et ainsi de suite. Le groupe a cette fonction d'étayage et de support de contenance. C'est le groupe, la situation mise en place par le dispositif qui est contenant les insuffisances des uns sont contenues par les insuffisances des autres dans le groupe. Le groupe est le support de la médiation rééducative. La dynamique du groupe est au cœur du processus de groupe. Il aide à la contenance. C'est un support de la construction identitaire. C'est le groupe qui joue le rôle de médiateur. En quel cas la rééducation de groupe est contre-indiquée? Lorsqu'il s'agit de reconstruction narcissique et identitaire, lorsque les troubles du comportement sont dominants sur l'axe des instabilités comme sur l'axe des inhibitions, alors le groupe ne peut servir qu'à une mise en scène en acte des symptômes, ce qui entraîne des débordements. Lorsqu'il y a un risque d'évolution vers une illusion groupale, il faut toujours restituer l'autre par rapport au groupe, c'est-à-dire toujours renvoyer l'individu au groupe et éviter la prise de pouvoir et la mise à l'écart. Les objectifs de la rééducation de groupe étant qu'il ne se focalise plus sur lui-même, qu'il puisse échanger avec d'autres et qu'il s'autonomise, le patient d'abord doit être intégré dans un premier groupe où les patients avaient encore besoin de beaucoup de supervision. Puis après, suivant sa progression, il intègre un deuxième groupe composé majoritairement de patients ayant déjà participé au programme et donc plus autonomes. Ce qui différencie le programme du groupe, quel qu'il soit de celui fait en séance individuelle. C'est l'augmentation du temps de maintien en statique, bien sûr, travail statique, le nombre de répétitions par série en dynamique, c'est-à-dire en travail dynamique, ainsi que la difficulté des exercices, surtout au niveau des déstabilisations. Quand il y avait des stagiaires, un des thérapeutes réalisait les exercices en même temps que les patients afin de les motiver, tandis que l'autre s'occupait de corriger les positions. Le groupe et son influence sur le patient. Lorsque le patient rentre dans un cercle vicieux de déconditionnement, sa qualité de vie va diminuer. Tout à fait normal. Tout cela impacte sa vie sociale, c'est-à-dire arrêt de travail et restriction des activités possibles, et le patient peut vite se retrouver isolé, tout du moins socialement, et se renferme sur lui-même et sa douleur. Son intégration dans un groupe de personnes pouvait faire office de resocialisation. La présence d'autres patients souffrant eux aussi de la même maladie va faciliter pour chacun l'expression de ses problèmes. Et c'est ça le but normalement. Donc le patient va alors recentrer son attention sur les autres membres du groupe. Il peut donc voir qu'il n'était pas le seul en difficulté lorsque je donnais certains exercices, notamment lors de l'utilisation du ballon de Clay, par exemple. De plus, le groupe peut déterminer le comportement des individus qui en font partie. C'est le champ de force au sein duquel se produisent les phénomènes d'influence.
de cohésion, de normes, de tension et d'attraction. Bon, tous ces facteurs sont plus ou moins régulés par les patients du groupe eux-mêmes, mais aussi par le kinésithérapeute. Il est établi que l'attitude de l'encadrement du groupe a une influence déterminante sur le moral et la performance de celui-ci. L'influence peut être simplement définie comme une action exercée, de manière plus ou moins continue, sur quelque chose, dans ce cas le groupe et son environnement, sur quelqu'un. On peut aussi parler d'influence sociale ou de pression sociale dont la finalité est la modification des attitudes, des opinions du patient au contact du groupe. L'influence que le groupe ait sur le patient peut être positive ou négative. Elle peut se manifester sous plusieurs aspects. Le moral, certains problèmes présentent des symptômes dépressifs. Quand le moral au sein du groupe est fort, cela permet au patient de se dépasser, de ne plus percevoir ses limites. Il y a aussi la cohésion du groupe qui fait état des forces d'attraction qu'exerce le groupe sur ses membres. Cette cohésion repose sur des facteurs relationnels, l'affinité, la similitude, des caractéristiques individuelles et des personnalités. Des facteurs situationnels, ainsi le remaniement d'un groupe dû à l'arrivée d'un nouveau participant peut avoir des répercussions sur sa cohésion. L'homogénéité ou l'hétérogénéité du groupe peut influer sur le sentiment d'acceptation du patient par rapport au groupe. Un groupe homogène possède plusieurs dominateurs communs. Par exemple, il est constitué que de personnes du même sexe ayant la même profession, qui convergent dans un même milieu social et qui ont sensiblement le même âge. Le patient qui répond à ces critères ressentira une connexion immédiate due à la similitude des caractéristiques individuelles. L'identification se fera alors plus facilement. Or, le patient intègre un groupe préexistant composé d'hommes et de femmes de tout âge, de tout milieu socio-culturel et professionnel. Le facteur d'homogénéité présent au sein de ce groupe regroupe de ce qui a trait à la pathologie. Plus il y a de la diversité, donc plus le groupe est hétérogène et plus il y a de possibilités de dynamique riches. Néanmoins, trop de dissemblance peut limiter l'identification, qui est un facteur de cohésion. Bon, les différents réseaux de communication, ceci peut se retrouver momentanément perturbé par l'introduction d'un nouveau membre, car cela ajoute des interactions interpersonnelles. Et plus le groupe est important en nombre et plus les difficultés de communication s'accroissent. Le conformisme se représente sous la forme de pression consciente ou inconsciente qu'exerce le groupe sur le patient afin de lui faire accepter ses normes. La normalisation exprime la convergence des opinions et l'adhésion à un compromis accepté par tous les membres du groupe. Et la norme est un processus de réduction de l'incertitude. Il existe aussi des systèmes de tension au sein du groupe. Il y a des tensions positives qui sont en relation avec la progression du groupe vers ses objectifs. Si tous les patients ont comme objectif de retrouver une activité professionnelle similaire à celle qu'ils avaient avant l'installation de leur pathologie, cela va faire office d'attraction. Il y a des tensions négatives aussi qui sont en relation avec le fonctionnement du groupe et ses efforts pour améliorer les relations entre les membres lorsqu'il y a des conflits. À tout cela s'ajoute le phénomène de motivation. Cette motivation peut être intrinsèque ou extrinsèque. Par exemple,
Le groupe exerce une motivation de type extrinsèque sur le patient sous la forme d'émulation mais pas de compétition. En se comparant aux autres, le patient va pouvoir se dépasser. Cela s'est démontré par une amélioration de ses performances au cours de la semaine qui a suivi son intégration. Lors d'une séance de rééducation avec des ballons de Klein par exemple, le fait de voir les autres patients arriver à faire les exercices, cela pousse le patient à pratiquer en se disant qu'ils peuvent le faire moi aussi. Tous ces facteurs sont plus ou moins régulés par les membres du groupe eux-mêmes, mais aussi par le kinésithérapeute. Il est établi que l'attitude de l'encadrement du groupe a une influence déterminante sur le moral et la performance de celui-ci.